Moi j'ai envie de dire Bret, heureusement que tu pars, parce que attends 98. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans le deuxième épisode consacré au Montréal Screwjob. Qui dit deuxième épisode, bien entendu, dit premier épisode, donc vous retrouverez à la fois quelque part ici dans le petit i et dans la description de la vidéo le lien pour revoir ou voir, découvrir ce premier épisode essentiel. Dans ce deuxième épisode, eh bien, nous allons commencer au 2 novembre 1997, ici en direct de la magnifique île de la Martinique, et nous allons voir sur les prochaines journées comment évoluent les relations entre Bret Hart et la WWE depuis qu'il a officiellement signé avec la WCW. Tout ça, c'est après le générique et bien entendu après que vous soyez abonné à la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la description aussi vous retrouverez le lien d'accès à l'abonnement exclusif privé de Wrestling Clinic dans lequel vous retrouverez toutes les reviews de Raw, de Nitro et de tous les pay-per-view WWE et WCW durant cette fameuse Monday Night War. Et comme nous sommes en 2021, eh bien ces reviews maintenant ont basculé dans l'année 1997 qui va nous mener jusqu'au Montréal Screwjob. Et bien entendu, concernant cet abonnement exclusif privé de la Monday Night War, on salue très chaleureusement les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dans les dernières semaines. Alors maintenant que Bret Hart a signé officiellement la WCW, eh bien il semblerait que les tensions entre Bret et Vince McMahon semblent un petit peu se dissiper. Pourtant, Vince McMahon suggère à nouveau que Shawn Michaels remporte le titre à Montréal. Vince McMahon va même proposer quelque chose qui, rétrospectivement, est assez formidable d'ironie, parce qu'il va proposer simplement une idée de laquelle Bret s'est inspiré pour l'après-Screwjob dans les vestiaires. Vince McMahon propose à Bret de faire une sorte d'entourloupe qui lui coûterait le titre au Survivor Series, et le lendemain, à Raw, Bret serait furax. Il ferait une promo dans laquelle il blâmerait Vince McMahon pour sa défaite, et une promo qui se terminerait en coup de poing sur Vince McMahon pour rendre la chose plus crédible. Et à l'époque, Vince McMahon avait bien précisé à Bret Hart, s'il lui met un coup de poing, qu'il lui mette un vrai coup de poing, pour que ce soit très crédible. Bret refuse l'idée, car une fois de plus, il refuse tout simplement de perdre au Canada. Quand on dit Canada, c'est au Survivor Series le dimanche à Montréal, ou le lendemain à Raw, à Ottawa. Moi je trouve cette idée absolument géniale d'ironie, parce que tout ce qu'a prévu, tout ce qu'a proposé Vince McMahon pour cet angle, eh bien c'est exactement ce qui va se passer, mais en coulisses, dès le lendemain, ou non, juste après le show, pardon. Par contre, Bret garde une petite porte ouverte dans les négociations et informe Vince McMahon qu'il est d'accord de perdre le 15 novembre à New York, au Madison Square Garden. Ou alors, comme on l'a déjà vu dans le premier épisode, de perdre au début du mois de décembre lors du In Your House des Générations X. Les tensions fraîchement dissipées ressurgissent, et même si Bret a un droit de regard sur les finishes de ses matchs, comme on en avait parlé dans le premier épisode, eh bien Vince McMahon menace carrément de le poursuivre en justice, car autant de refus ne lui semble pas vraiment raisonnable. Et c'est vrai que dans le premier épisode, on avait vu que le contrôle créatif de Bret Hart sur ses scénarios était qualifié de raisonnable. Donc là, peut-être qu'effectivement, pour Vince McMahon, ça n'est plus raisonnable de systématiquement dire non. À ce moment-là, les débats semblent aller dans le bon sens, avec une fin en disqualification qui est acceptée à peu près par tout le monde pour les Survivor Series 97, avant que Shawn Michaels ne gagne le titre lors du In Your House. Et comme d'autres scénarios évoqués dans l'épisode numéro 1, là c'est tout à fait correct, honnêtement. Mais il y a un détail contractuel qui vient un petit peu bloquer toute cette histoire. Le contrat de Bret à la WCW commence le 1er décembre, donc il demande à Bischoff s'il peut bosser à la WWE jusqu'au 8 décembre inclus. Eric Bischoff accepte. Par contre, même si on était au balbutiement de l'internet, le monde entier savait déjà ce qui se passait. Donc la confidentialité dont on a parlé dans le premier épisode 1, ben ça va pas vraiment marcher. Et à ce propos, le bureau canadien de la WWE a toujours nié en bloc, ce qui est à peu près normal, et l'antenne canadienne de la francophonie aura elle aussi un communiqué officiel que Christophe Ajus et l'équipe à l'époque de la AWN 2000 avaient reçu. Mais ça on en reparlera dans un épisode futur. Donc disons que pour le moment, là, ce 2 novembre 1997 se termine sur une note plutôt positive. Mais c'est sans compter sur Vince McMahon qui va une fois de plus changer d'avis seulement 2 jours plus tard, le 4 novembre. Il souhaite désormais que Shawn Michaels perde clean
à Montréal, donc plus de disqualification, et qu'il remporte le titre de manière controversée lors du In Your House des Générations X, avec les mêmes adieux prévus de Bret Hart dès le lendemain. À mes yeux, c'est un petit peu compliqué de faire ces adieux le lendemain d'une fin controversée. Forcément, si tu perds ton titre de manière injuste, le lendemain, tu vas pas dire « Allez, au revoir tout le monde, tout va bien ». Non, tu vas plutôt essayer de fouiner, essayer de comprendre et de te faire justice. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, tu vas te battre pour récupérer ton titre et tu vas pas partir comme ça à la concurrence pour dire merci pour tous les gars. Donc dès le lendemain, c'est complètement dead. La terre entière sait que Bret part à la WCW. Même les médias mainstream en parlent. Le Calgary Sun, le Toronto Sun, la Gazette de Montréal. Et pendant ce temps-là, Shawn Michaels lui aussi change d'avis. Et oui, car le scénario ne lui plaît plus. Les mecs sont difficiles quand même. Mais, vous allez voir qu'il y a encore mieux d'ici une toute petite minute. Donc si vous pensiez que c'était abusé, vous allez voir. Donc Shawn Michaels sait que tout le monde est au courant que Bret Hart part dès que possible, et visiblement, les finishes ont fuité sur internet. Donc il change d'avis presque logiquement, j'ai envie de dire. Bret Hart, de son côté, lui, il doit demander des choses à Eric Bischoff concernant les chronologies possibles de ses dates de début, etc. Mais Eric Bischoff est injoignable, car, tenez-vous bien, il est parti dans le Wyoming faire de la chasse pendant une semaine. Juste à ce moment-là, ce moment extrêmement clé de l'histoire de tous ces catcheurs et de tous ces contrats, lui, il est parti au bout des États-Unis faire de la chasse. On hallucine. Maintenant, Vince McMahon propose que Bret perde le titre le 8 novembre, la veille des Survivor Series, lors d'un house show à Détroit. Ça n'aboutira pas car Bret refuse et, spoiler, il n'y aura même pas Shawn Michaels sur le show. À présent, Bret propose de perdre le titre n'importe quand après le 12 novembre, sans attendre forcément le In Your House de décembre, alors qu'au même moment, Jim Ross reconnaît publiquement sur la hotline de la WWE que Bret explorait toutes les options pour la suite de sa carrière, sous-entendu l'après WWE. Nous sommes le 7 novembre 1997, l'échéance des Survivor Series approche à grands pas. L'internet a pour la première fois montré toute sa puissance. En coulisses, on dit que Shawn Michaels murmure à l'oreille de Vince McMahon qu'il faut faire un coup retentissant, comme l'ont fait Scott Hall et Kevin Nash en mai 1996, avant que la WCW se surpasse et explose la WWE dans les audiences de Raw le lundi soir. Que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, ces petits conseils de Shawn Michaels, c'est aussi un moyen de dégager un petit peu Bret Hart comme ça. Un Bret Hart qu'il jalousait très certainement, vu le montant astronomique du contrat qu'il avait signé et qui était très au-dessus de celui que Shawn Michaels avait actuellement à la WWE. Parallèlement à ça, on l'a vu assez largement. Vince McMahon a fait tout son possible pour que Bret n'ait pas envie de rester et mettre fin à un contrat que Vince regrettait sans doute d'avoir proposé. C'est tous ces éléments qui ont aussi campé les personnages dans cette affaire, avec Bret le gentil qui se fait entuber par Vince McMahon et par Shawn Michaels, les gros méchants. Cette réputation, cette nouvelle réputation naissante a même poussé Vince McMahon à faire un communiqué officiel signé de son nom dans lequel on retrouve ceci. Ces derniers jours, j'ai lu certains commentaires sur internet concernant Bret Hart et ses prétendues raisons de vouloir entrevoir d'autres options en dehors de la WWE. Bien que je respecte les opinions des autres, en tant que propriétaire de la WWE, j'ai estimé qu'il était temps de mettre les choses au clair. Comme cela a été rapporté sur internet, une partie de la décision de Bret Hart d'aller voir ailleurs est apparemment due à sa propre préoccupation concernant la direction actuelle de la WWE. Effectivement, Bret était un des tout premiers à s'exprimer concernant la tangente comme ça un petit peu dépravée, violente, voire sexuelle de la WWE à ce moment-là. Moi j'ai envie de dire, Bret, heureusement que tu pars, parce que attends 98. Mais stratégiquement, c'est très malin de la part de Vince McMahon d'utiliser des choses réelles et connues pour se décharger un petit peu à titre personnel de ce qu'on lui reproche. Il poursuit le communiqué. Même si chaque individu a droit à son opinion, je suis très offensé lorsque la question de la direction de la WWE est soulevée. Aujourd'hui, la WWE refuse d'insulter son public en utilisant les termes de babyface ou de heel. En 1997, combien de personnes connaissez-vous vraiment qui sont strictement de bonnes personnes ou de mauvaises personnes? La programmation de la WWE reflète davantage un produit basé sur la réalité du quotidien. C'est ainsi que les superstars de la WWE sont des nuances de gris. Et d'après ce que je lis, il semblerait que Bret soit préoccupé par les problèmes de moralité au sein de la WWE, avec un vocabulaire inapproprié pour la télé,
des gestes obscènes voire sexuels. Tous les problèmes mentionnés ci-dessus sont des problèmes que chaque être humain doit affronter tous les jours de sa vie. Aussi, gardez à l'esprit que Bret Hart avait été mis en garde à de nombreuses occasions de modifier son langage en évitant d'utiliser des jurons ou des blasphèmes. Nous lui avons également demandé à de nombreuses reprises de ne plus utiliser de gestes de la main que certains pourraient trouver offensants. Donc en gros, oui, Vince McMahon là il est clairement en mode revanchard, mais il ne s'arrête pas là. Vince McMahon poursuit en nous disant que ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à ce que certains peuvent croire, la décision de Bret Hart de considérer d'autres options de carrière n'est pas véritablement un problème de direction de la WWE ou du personnage de Shawn Michaels. Le personnage de Shawn Michaels est un personnage à fleur de peau, sur le fil du rasoir. Mais la direction de la WWE n'est pas déterminée par Shawn Michaels lui seul, ni même Bret Hart. C'est vous qui décidez, les fans de la WWE. Vous exigez dorénavant une approche plus sophistiquée. Vous demandez un défi intellectuel. Vous demandez un produit avec une certaine attitude. Et en tant que propriétaire de cette société, il est de ma responsabilité de vous donner exactement ce que vous voulez. Personnellement, je regrette l'animosité qui s'est accumulée entre Shawn Michaels et Bret Hart. Mais c'est bien la WWE qui est la seule responsable du contenu de son produit. Pas Bret Hart, pas Shawn Michaels, ni même Vince McMahon. Donc, que le meilleur gagne au Survivor Series. J'apprécie vraiment le génie de ce communiqué. Parce qu'on part de pourquoi est-ce que Bret Hart veut quitter la WWE, on soulève la question de si cette démarche, si cette envie est vraiment légitime, si les raisons qui motivent cette envie sont légitimes, et on termine par, finalement, que le meilleur gagne au Survivor Series. Et on dit aussi, oui, alors c'est vous les fans qui décidez. Vince McMahon, il est bon. Mais, contrairement à ce qu'il espérait, je pense, en fait, ça n'a fait que renforcer son côté méchant, de Vince McMahon, fraîchement né comme ça dans cette rivalité. Donc là, on est vraiment face à un secret de polichinelle, car Bret Hart avoue publiquement avoir donné son préavis à la WWE lors de son passage dans l'émission Off the Record du 7 novembre. Il ne répond pas à la question s'il ira à la WCW, mais tout le monde sait ce que ça veut dire. Évidemment, il profite du passage à cette émission pour remettre une petite cartouche au personnage de Shawn Michaels, ainsi que tout ce qu'il considère être des dérives du produit WWE à cette époque. Mais finalement, on se rend compte, malgré le traitement mainstream dont on a parlé un petit peu plus tôt, que toute cette controverse n'intéresse que les fans de catch. Elle n'a pas réussi à basculer dans le côté grand public. En effet, là, le 7 novembre, il y a un house show au Skydome de Toronto. Le Skydome de Toronto, c'est WrestleMania 6, Hulk Hogan contre l'Ultimate Warrior, c'est WrestleMania 18, le Rock contre Hogan une fois de plus, c'est aussi le Raw du 3 février 97, c'est aussi le Raw du 8 février 1999 dans un stade, bon il est pas archi compte, mais je crois qu'il était près de 40 000 ou 35 000 de tête. D'ailleurs le Raw du 3 février arrive très bientôt sur l'abonnement de la Monday Night War. Mais donc là on est en novembre 1997, on est dans un stade de 60 000 places, et tenez-vous bien, la WWE ne remplit même pas 15 000 personnes. Ce qui veut dire que tout ce qui gravite autour du Survivor Series 1997, toutes les rivalités, les machins, enfin, tout qui a même été traité, donc comme je l'ai dit, dans les médias mainstream, ça n'a pas attiré un plus grand public. Il n'y a toujours que les purs fans de la WWE qui vont se rendre au show. Donc oui, aujourd'hui on a 14 374 personnes dans ce Skydome, qui donc, ça fait combien? 25% rempli, 75% vide, alors que dans la tête de la WWE, même à cette époque, 15 000 personnes au Skydome de Toronto, c'est le minimum syndical. Donc on n'arrive même pas à atteindre ce que l'on considère comme le minimum. Et c'est sur ce house show avec un main event États-Unis contre Canada que se termine cette journée du 7 novembre, et on va s'arrêter là également pour le deuxième épisode consacré au Montreal Screwjob. Ce qui veut dire qu'à partir du troisième épisode, nous allons nous rapprocher à grands pas, avec une petite parenthèse sur la journée du 8 novembre, mais surtout les débuts des Survivor Series, le 9 novembre 1997, le jour fatidique qu'on va commencer à aborder dans l'épisode 3. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour plus de réjouissances entre les lives de la WWE, WCW, ECW dans la nuit des temps. Un grand big up à tous les nouveaux abonnés à l'abonnement Monday Night War. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.